Bienvenue dans votre espace d'échange dans le cadre de l'émission La Voix de l'environnement face à Raoul. Face à Raoul reçoit le docteur Juliette Biao. Elle est directrice du Forum des Nations Unies sur les forêts. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi le Forum des Nations Unies sur l'environnement? Tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette interview. Le Forum des Nations Unies pour les forêts est né justement après tout un processus de négociation au niveau des États membres, déjà au niveau du sommet de la Terre en 1992. Il y avait eu une tentative de pouvoir créer une convention sur les forêts. Ça n'a pas abouti. Alors, l'alternative a été de s'entendre sur un certain nombre de principes et pour pouvoir négocier. Et par la suite, un groupe intergouvernemental a été mis en place. Un groupe intergouvernemental sur les forêts a été mis en place. Et les négociations duraient de 1995, si je ne me trompe pas, à 2000, à peu près 5 ans, pour que le Forum des Nations Unies sur les forêts puisse voir le jour de façon officielle. En termes justement d'évaluation dans le cadre de la mise en œuvre des activités de ce forum, alors les États, les parties à ce forum, quelles sont les interactions que vous engagez dans le cadre des dialogues, si les mesures également, comme vous l'avez dit, ne sont pas contraignantes? C'est un forum quand même où les États membres veulent se sentir vraiment à l'aise de discuter des enjeux politiques en ce qui concerne les forêts et de pouvoir convenir d'une certaine résolution qui, par la suite, va se mettre en œuvre par les États membres avec l'aide du secrétariat dont je suis la directrice. En principe, en fait, le travail, le soutien que le secrétariat apporte aux États membres dans le cadre des activités du forum est à la fois de nature politique et de nature technique. Il y a, au niveau des processus intergouvernementaux d'ordre politique, c'est en ce moment que les États membres adoptent une certaine résolution et une feuille de route pour 2 ans. Et par la suite, nous déclinons cette feuille de route-là en plan de travail et puis nous organisons aussi des activités intersectionnelles qui sont de nature technique où aucune résolution n'est adoptée, mais les discussions conduisent vers la session politique qui permet aux États membres d'adopter des résolutions. Par exemple, nous avons achevé la 17e session du Forum des Nations Unies sur les forêts en mai passé à New York, où une feuille de route sur 2 ans a été décidée. Et par la suite, le bureau du Forum des Nations Unies sur les forêts, qui est présidé en ce moment par l'Afrique, a décidé des thématiques prioritaires pour les 2 ans qui viennent. Et parmi ces thématiques-là, il y a la thématique qui concerne l'accroissement de l'espace des aires protégées pour la conservation de la biodiversité, raison pour laquelle je participe à cette réunion du lancement du premier congrès africain sur les aires protégées. Et puis, il y a aussi l'objectif global sur l'amélioration des moyens de subsistance des populations locales sur la base d'une gestion durable des forêts. Donc, ces 2 thématiques-là devront faire l'objet de discussions au cours des activités intersectionnelles qui vont conduire justement à la 18e session qui sera une session purement technique où on n'adoptera pas de résolution
Mais les résultats de ces discussions-là vont nourrir plus tard les débats qui vont permettre aux États membres à la 19e session qui est politique de pouvoir adopter des résolutions. Oui, avant de revenir sur la PAC que vous avez évoquée, j'aimerais d'abord comprendre comment est-ce que justement les décisions qui sont prises au niveau du forum s'alignent avec les mécanismes en cours aussi des Nations Unies sur la lutte contre le changement climatique, la biodiversité. Quand on sait également que dans ces différentes conventions, les thématiques en relation avec le rôle de la forêt sur la régulation du climat et autres sont prises en compte. Alors comment est-ce qu'on aligne cet accompagnement entre le dialogue au niveau du forum et les prises de décision dans ces différentes réunions des conventions? C'est justement pour cette recherche de synergie et de cohérence entre les activités que mènent d'autres conventions, d'autres organisations internationales et les agences du système des Nations Unies qu'en 2017, justement, le Conseil économique et social a adopté le plan stratégique des Nations Unies sur les forêts, qui est censé être un plan stratégique en fait qui réunit tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la gestion durable des forêts, y compris les secrétariats des conventions de Rio, la convention sur la biodiversité, la convention sur la lutte contre la désertification et la convention sur le changement climatique. Et en plus de cela, il y a un partenariat collaboratif sur les forêts a été mis en place qui regroupe 14 agences des Nations Unies et d'autres organisations internationales. Là encore se retrouvent les conventions de Rio et puis d'autres organisations internationales que sont par exemple l'UICN, la Banque mondiale, le Fonds pour l'environnement mondial, les organisations aussi de recherche de renom comme CIFOR, ITTO et puis d'autres organisations, le Programme des Nations Unies pour l'environnement ainsi que le Programme des Nations Unies pour le développement aussi font partie de ça. Donc, en fait, c'est pour pouvoir renforcer cette synergie et cette cohérence pour que ce plan stratégique des Nations Unies sur les forêts soit vraiment un plan qui réunit et qui est dans lequel s'intègrent les activités des membres du partenariat collaboratif sur les forêts. Je voudrais justement, à la suite de cette question, demander au niveau des Nations Unies, bon, pas de façon globale, on va demeurer au niveau du forum. Quelle évaluation fait-on de l'état des forêts au niveau mondial? Il y a un rapport, nous avons publié un rapport sur l'état des forêts en 2021. Et le secrétaire général des Nations Unies l'a si bien dit, c'est vrai qu'il y a un ralentissement dans la dégradation des forêts à cause des progrès que beaucoup de pays ont fait dans le sens d'une gestion durable des forêts. Mais on n'est pas encore au bout du compte parce qu'on continue de perdre les espaces forestiers chaque année. Donc on n'est pas encore arrivé au bout du compte. Et puis la pandémie de Covid aussi est venue encore mettre à mal les efforts qui sont faits jusque-là. Et c'est pourquoi nous devons continuer par renforcer nos efforts pour une gestion durable des forêts pour le bénéfice aussi bien de la nature que pour les populations. Vous êtes présent à Kigali en marge de la première édition du Forum africain pour les parcs en Afrique. Alors, quel est le rôle des Nations Unies dans cette première édition?
savez, ce congrès sur les aires protégées arrive vraiment à un moment très pertinent parce que la communauté mondiale est en train de rechercher vraiment un meilleur rapport entre les humains et la nature pour pouvoir vraiment tracer ce chemin qui va vers un développement durable et résilient. Ça vient à point nommé. Ça vient à point nommé parce que ça permet de préparer ces 54 pays qui ont été représentés, 54 pays africains qui ont été représentés et 27 pays d'autres régions qui ont été représentés avec toutes les parties prenantes que vous connaissez, y compris les peuples autochtones à ce congrès. Pour moi, il n'y a pas meilleure opportunité pour que le groupe africain puisse préparer sa position commune pour la COP du climat qui aura lieu sur le sol africain en Égypte en novembre et la COP de la 15e réunion de la COP sur la biodiversité qui aura lieu à Montréal du 7 au 19 décembre. Donc, ça a permis vraiment aux pays africains de faire le point sur là où ils sont en termes de conservation, de protection, de conservation des aires protégées, quelles leçons ils peuvent en tirer et quels sont les éléments qui pourraient servir de point de négociation à ces différentes instances. Et comme vous le savez, c'est les conventions des Nations Unies. Et pour nous, qui sommes au niveau du Forum des Nations Unies pour les forêts, l'objectif mondial 3 est relatif à l'augmentation, à l'accroissement des aires protégées. Et notre rôle en tant que secrétariat, c'est justement de suivre l'évolution des progrès vers l'atteinte des objectifs forestiers mondiaux. Donc nous avons vraiment un intérêt particulier à participer à cette réunion. Et quelles sont les opportunités justement que un tel forum, bon, il n'est pas nouveau d'avoir de grandes conférences sur des thématiques assez variées, mais quels sont, à votre sens, les principaux défis et opportunités de protéger et de conserver ces parcs? Je dois d'abord commencer par les opportunités. On le sait très bien, la protection et la conservation des aires protégées, il faut reconnaître les efforts qui ont été faits au niveau mondial sur la création même des parcs, des aires protégées dans le monde. Si je me réfère au rapport de 2022 sur le développement durable, il a été vraiment rapporté que les aires protégées, les espaces forestiers qui sont protégés pour l'objectif de la conservation de la biodiversité ont augmenté vraiment du quart, en fait, du quart de l'espace terrestre mondial à la moitié depuis l'année 2000 à l'année 2021. Et le rapport de la FAO aussi sur l'évaluation des ressources forestières de 2020 a aussi stipulé que à partir de 1990, dans toutes les régions, il y a une augmentation significative des espaces forestiers dédiés à la conservation de la biodiversité. Globalement, en fait, on a eu une augmentation moyenne de 18% en 2020 par rapport à 14% en 2000. Donc, il y a un effort qu'il faut reconnaître. Et là, l'ambition, vous le savez, l'ambition, c'est désormais de créer 30% des aires protégées marines et terrestres d'ici à 2030. Donc, il y a des efforts qui se font.
C'est donc ces efforts-là qu'il convient de reconnaître. Maintenant, la question que l'on peut se poser, est-ce que la gestion durable ou la conservation de la biodiversité s'exprime en termes du nombre des aires protégées ou de la quantité au lieu de la qualité? Et cela me permet également de revenir au niveau justement de la gestion, parce que cette gouvernance implique également des financements. Financement très souvent peu probable à mobiliser, dans la mesure où certains estiment qu'on en crée déjà suffisamment assez des aires protégées. À l'issue de cette réunion de la PAC, il est vrai qu'il a été lancé l'initiative de la création d'un fonds pour les aires protégées. On sait ce que ça a donné aussi, les précédentes annonces de création des fonds et tout cela. Quel regard vous portez justement entre cette corrélation, création, gestion, financement et autres? À mon avis, il n'y a pas une option d'augmenter l'espace des aires protégées et une autre option de s'occuper des aires protégées qui existent. Je crois que les deux doivent aller à la fois. Parce qu'il a bien été démontré que les aires protégées constituent une opportunité aussi une opportunité de développement socio-économique à travers l'écotourisme et le tourisme basé sur la nature. D'ailleurs, une étude de 2015 de l'Université de Cambridge a vraiment noté que à travers le monde, les aires protégées reçoivent à peu près 8 milliards de visites et qui génèrent plus de 600 milliards de dollars américains par an. Et ça peut créer des emplois, ça peut créer des opportunités pour les populations qui vivent à côté. Donc, les aires protégées sont utiles, c'est bon de continuer de les créer. Mais en même temps, une autre étude de l'OECD a fait ressortir un peu l'insuffisance de financement au niveau de ces parcs-là. Et d'ailleurs, une étude conduite, je crois, en 2020, a rapporté que, en fait, le manque de financement des aires protégées se trouve entre 78 et 91 milliards par an pour gérer efficacement les aires protégées. Ça veut dire que ça, on a toujours un gap. On peut condamner à juste titre la pandémie de Covid-19, mais il faut reconnaître qu'avant même cette pandémie du Covid-19, il y avait déjà un manque significatif. Et d'ailleurs, au niveau de l'Afrique qui regorge d'un réseau impressionnant des aires protégées, de près de 7800 aires protégées dans le réseau qui représente en fait 17% du continent. Il y a une étude récente a démontré qu'il y a un gap de près d'1 milliard par an pour gérer efficacement ces aires protégées. Alors, il va falloir que les banques, les institutions de financement et les gouvernements se mettent ensemble en fait pour éliminer cette, comment j'allais dire, ces subventions perverses qui conduisent vraiment à la perte de la biodiversité. Il y a plusieurs moyens aussi de pouvoir augmenter un peu les financements, comme par exemple à travers la remise des dettes aux pays endettés, les paiements des services écosystémiques, les diverses taxes. Il y a plusieurs formes que l'augmentation de ces financements peuvent prendre. Et je crois que c'est vers là qu'il faut regarder. Il faut principalement créer de la valeur. Je continue de le dire. Si nous ne créons pas de la valeur,
à travers la biodiversité, eh bien, ça restera toujours un potentiel et ça ne sera jamais transformé en opportunité. Et la question de la gouvernance est là et qu'il faut vraiment améliorer. Je dois aussi enfin ajouter que le dernier forum, le forum de haut niveau, le forum politique de haut niveau qui s'est tenu à New York, a aussi lancé un appel vraiment fort sur la question de renforcement de la gestion, de la conservation de la biodiversité. Et il a lancé un appel en disant qu'il faudrait vraiment qu'on puisse chercher à atteindre, à être plus ambitieux et justement d'aller vers une approche beaucoup plus inclusive, une approche du tout gouvernement, une approche de toute la société et une approche multisectorielle, une approche multi-acteurs et aussi renforcer la volonté politique et l'engagement des États pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Mais pour sortir, quelle est l'importance d'investir dans la biodiversité pour atteindre les objectifs de développement durable? Selon vous, quelle est la relation entre la conservation et le lien humanitaire, paix et développement? Que faut-il faire différemment pour libérer le potentiel de la biodiversité en Afrique? Lorsqu'on parle de la biodiversité, on se réfère à la vie dans la planète. On se réfère également à notre identité, on se réfère à notre culture. Imaginez-vous que tout ça là aille à l'extinction. C'est la planète, y compris nous les humains, qui allons nous éteindre. Surtout quand on se rappelle aussi des ressources génétiques. Alors, en plus des objectifs de développement durable 13, 14, 15, 16, 17, qui sont directement liés à la biodiversité, à mon avis, presque tous les objectifs de développement durable ont rapport avec la conservation de la biodiversité. Parce que c'est de notre vie qu'il s'agit, c'est de la vie sur la planète qu'il s'agit. Et donc, il faut tout faire pour éviter l'extinction des espèces, y compris animales, des espèces végétales, y compris de nous, les humains, en tant qu'espèces. Alors, vous m'avez posé la question de savoir le lien entre la biodiversité et l'humanitaire. Oui. Qui parle d'humanitaire parle aussi des effets de la guerre et parle aussi de la paix. Nous avons vraiment remarqué que la guerre a toujours eu des effets très négatifs sur la biodiversité parce que ça conduit toujours à une dégradation très rapide de l'environnement, ce qui touche justement aux moyens de subsistance. Et les populations qui sont affectées vraiment se débattent pour pouvoir survivre. Alors, sur les 60 ans, il a été vraiment à démontrer que la guerre a affecté près de 2/3 de ce que les anglophones appellent le hotspot de la biodiversité dans le monde. C'est énorme. C'est pour ça qu'il convient de protéger la biodiversité contre les effets néfastes de la guerre. C'est vraiment un impératif. Et les conflits armés continuent d'affecter la biodiversité. Le mal, c'est qu'on n'en parle pas trop. C'est vraiment du silence de ce côté, alors que c'est un domaine qu'il faut commencer par voir. Les conflits armés, mais aussi le terrorisme qui prend les pas. Je dois vous dire, pendant près d'une vingtaine d'années, ma carrière a été vraiment dédiée à la protection du parc du Douvé, qui se partage entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. C'est vraiment avec amertume
que je vois aujourd'hui qu'au niveau de la partie du Burkina, une partie de ces aires protégées sont transformées maintenant en des bases militaires à cause de la lutte contre le terrorisme. Donc il y a les conflits armés, il y a aussi le terrorisme qui est en train de prendre la part. Donc la question de la sécurité doit être aussi prise en compte dans les stratégies de conservation des aires protégées. Et pour sortir, docteur, que faut-il faire différemment pour libérer le potentiel de la biodiversité en Afrique? Et bien, de façon globale, quel est votre message, quoi? Moi, je crois que, comme on l'a entendu tout au long du congrès, c'est qu'il faut créer de la valeur sur la base de la biodiversité que nous avons. Parce que c'est ça qui fera que la gestion durable et la conservation des aires protégées fera de sens en bénéficiant à la fois aux populations et à la nature. Il faut une meilleure connaissance du potentiel qu'on a. Moi, j'ai souvent l'habitude de chahuter nos partenaires nationaux en disant oui, lorsqu'on parle de l'Afrique, on dit toujours que l'Afrique regorge d'un potentiel énorme. Mais la vérité, c'est qu'il nous faut encore plus de données pour une meilleure connaissance de ce potentiel-là, parce qu'une gestion durable sous-entend une meilleure connaissance de la ressource qu'on veut gérer de façon durable. Deuxièmement, il faut une gouvernance équitable dans la gestion de la conservation de la biodiversité. Et nous l'avons entendu à travers l'appel de Kigali lors de la clôture de ce congrès hier. Il faut que la biodiversité soit la solution, il faut que les aires protégées soient les solutions basées sur la nature pour la conservation de la biodiversité et pour la lutte contre les changements climatiques. Je l'ai aussi dit, cette gestion doit être centrée sur l'humain. Nous avons fait des efforts en quittant vraiment cette approche, cette vieille approche qui constituait à créer vraiment des clôtures au niveau des aires protégées, séparant la société des humains. Donc, il faut que ce soit centré sur les humains. Et enfin, la question de financement doit être... on doit accorder une attention particulière à la question de financement. Mais la question de financement ne saurait être on ne saurait continuer avec la politique de la main tendue. Autant nous avons besoin de l'aide au niveau de la communauté internationale, mais nous devons aussi partir explorer toutes les opportunités au niveau endogène. Et je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs formes pour augmenter les financements. Les paiements des services écosystémiques, les avons-nous explorés? Les subventions qui n'affectent pas la conservation de la biodiversité, il faut les explorer. Les différentes sortes de mesures incitatives, il faut les explorer. Et puis, pour porter à grande échelle toutes nos initiatives, en ce moment, on peut avoir recours à la communauté internationale. Il faut les deux ensemble. Mais l'engagement et la volonté politique doivent vraiment se démontrer pour que les ressources endogènes soient mobilisées pour aller chercher les ressources au niveau international. Et je suis sûr qu'il y en a. Il s'agit seulement d'un engagement, il s'agit d'une volonté politique. Et nous y arriverons. Il faut vraiment que la politique de la main tendue puisse vraiment faire place à une politique de partenariat gagnant-gagnant entre les gouvernements et puis la communauté internationale. Et puis les Nations Unies sont là justement pour soutenir dans la mise en place des données, dans les publications qui font état vraiment des analyses de l'interface science et politique pour pouvoir préparer les gouvernements à prendre vraiment des décisions éclairées qui soient basées sur la science. Et le renforcement des capacités aussi est un domaine
sur lequel les Nations Unies vraiment apportent un soutien significatif. Merci docteur pour cet entretien. Et ça a été également enrichi pour nos spectateurs de comprendre le fonctionnement du Forum des Nations Unies pour les forêts. Je vous remercie.